7TV, mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la fermeture d'organes de presse au Sénégal. Les acteurs des médias ne cachent plus leur colère. Après le CEDEPS, la CAP a haussé le ton ce mardi, dénonçant une criminalisation illégale de l'activité médiatique au Sénégal. Ils annoncent plusieurs actions, dont un sitting devant les locaux du ministère de la Communication. Et puis dialogue national, les préparatifs sont lancés. La République des valeurs, de son côté, n'est pour l'instant pas encore sûre de sa participation. La décision se fera dans les prochains jours, selon Ali Bathily. Et à l'international, pour terminer, guerre dans l'est de la RDC, les troupes de l'organisation d'Afrique australe, SADC, ont commencé à quitter Goma ce mardi en matinée, un retrait négocié avec le groupe politico-militaire AFC M23. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Situation de la presse donc pour commencer, les acteurs du secteur haussent le ton après le CEDEPS. La CAP monte au créneau et alerte sur une criminalisation illégale de l'activité médiatique au Sénégal, dénonçant les pressions croissantes du gouvernement entre asphyxie financière, assignation arbitraire et régulation opaque. Le secteur traverse une crise sans précédent selon ces acteurs de la presse. Face à la presse donc, ce mardi, la CAP lance un plan d'action urgent incluant recours juridique et mobilisation nationale pour défendre la liberté de la presse. La CAP a donc décidé de mener plusieurs actions, à savoir une série de rencontres durant tout le mois de mai, et ce en synergie avec les organisations syndicales, le patronat, les organisations de défense des droits de l'homme, les membres de la société civile et d'autres identités remarquables. Une série qui sera bouclée par un sitting devant les locaux du ministère de la Communication. On reste avec cette question, le CEDEPS qui dénonce également cette décision du ministère de la Communication. Selon l'organisation patronale, seul le CNRA détient la prérogative de suspendre des médias. Moussa Mané. C'est un arrêté qui vise l'ensemble des supports médiatiques, que ce soit en ligne, écrit ou encore la presse audiovisuelle. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a ordonné la cessation immédiate des activités de diffusion, de parution, de publication et de partage de contenu par tous les médias ne respectant pas les dispositions en vigueur du Code de la presse. Une mesure fermement condamnée par Mamadou Ibra Kane, le président du CEDEPS. Oui, mais vous savez que depuis l'avènement de la troisième alternance politique, le nouveau régime passe outre la loi. Et le nouveau régime aujourd'hui affaiblit beaucoup le Comité national de régulation de l'audiovisuel. Une décision prise dans un contexte où les autorités cherchent à renforcer la régulation du paysage médiatique sénégalais et à lutter contre la désinformation dans le secteur de la presse. Mamadou Ibra Kane soutient que le CNRA est l'organe habilité à faire ce travail. Le Comité national de régulation de l'audiovisuel, le CNRA, qui en quelque sorte est comme un pantin, qui n'a aucune possibilité d'action parce que simplement le CNRA n'a pas le courage d'assumer les compétences que la loi de 2006 lui donne en matière de régulation des médias. Il invite cependant les médias à continuer la diffusion. L'article 5 de l'arrêté souligne également que toute personne diffusant des contenus de médias non conformes ou de fausses nouvelles s'expose cependant à des sanctions prévues par le Code de la presse. Et on reste dans le secteur du travail. De son côté, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal se mobilise pour les travailleurs licenciés. La CNTS plaide pour leur réintégration tout en dénonçant les conditions de leur recrutement. Nous les avons pris en charge dans le pacte. Et je pense que l'autorité nous a entendus. Monsieur le Premier ministre lui-même, je pense qu'il est prêt. D'ailleurs, au niveau... Ça, c'est un scoop qu'on va vous donner au niveau du ministère des Mines. D'ailleurs, il y a déjà quelque chose qui est enclenché pour voir comment reprendre certains dont on a besoin. Parce qu'il y a aussi des problèmes. Il faut le dire, hein, on n'est pas syndicat aussi pour occulter la vérité. Parce qu'il y a certains recrutements qui ont été plus ou moins, en tout cas, comme ils le disent, politiciennes. On ne peut pas recruter 80 et quelques personnes au mois de mars, où les gens devaient certainement aller à des élections, et peut-être le risque était là que les gens partent.
qu'on mette des gens en CDI pendant cette période. Ce qui est plus cocasse, on dit que dans certains cas, les gens, 80 personnes viennent d'une seule ville. Vous voyez, donc il y a des problèmes, il faut le dire. Mais maintenant, même s'il y a des problèmes, le dialogue social est là pour ça. Et puis au Sénégal, les travailleurs domestiques voient enfin leurs conditions salariales évoluer. Le ministère du Travail, avec les institutions, a signé un nouvel arrêté de revalorisant de manière significative les salaires minima catégoriels. Ousmane Ba pour les détails. Signé ce 25 avril 2025, cet arrêté s'inscrit dans la volonté des autorités de garantir de meilleures conditions de vie aux travailleurs domestiques et aux gens de maison, conformément à la Constitution et aux lois en vigueur, notamment la loi sur le Code du travail et le décret sur le salaire minimum interprofessionnel garanti. Cette mesure vient remplacer l'ancien dispositif datant de 2009. Désormais, le salaire mensuel du travailleur domestique de première catégorie passe de 42 714 francs CFA à 64 223 francs CFA. Pour la 7e catégorie, le salaire passe de 53 318 francs CFA à près de 77 000 francs CFA. Une revalorisation qui touche toutes les catégories de travailleurs avec des hausses oscillant entre 50 à 60% selon les niveaux. Le ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions souligne que cette décision vise à reconnaître pleinement la contribution essentielle de ces travailleurs à l'économie nationale. Le texte sera publié dans les prochains jours au journal officiel et son application sera assurée par la Direction générale du travail et de la sécurité sociale. Une avancée majeure pour des milliers de Sénégalais dont l'engagement au quotidien mérite respect et considération. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre pour les travailleurs domestiques du pays. Vivement la mise en œuvre concrète de cet arrêté dans les prochains jours. Et puis nous la mention dans les titres dialogue national en vue, la République des valeurs n'a pas encore pris de décision concernant sa participation. Selon Ali Bathily, le parti se décidera dans les prochains jours. Le coordonnateur de la République des valeurs en France estime qu'il se pose un problème de confiance entre le parti et les tenants du pouvoir. La République des valeurs, on est en train de discuter. Donc d'ici ce soir, demain, on arrêtera une position officielle du parti, malgré ce qui est sorti dans la presse aujourd'hui. La décision n'est pas encore fixée, elle n'est pas calée, elle n'est pas définitive. Mais je l'ai dit tout à l'heure, nous, on est un parti qui est toujours pour le dialogue et le consensus. Parce qu'on pense que la politique a beau être très difficile, mais il faut que les personnes, ceux qui veulent être acteurs politiques publics, puissent discuter avec le pays et être autour d'une table pour trouver des solutions dans le pays. Mais je le dis très clairement, nous ne faisons pas confiance au président Diomaye Faye dans sa manière de fonctionner pour aller autour d'une table avec eux. Donc c'est pourquoi on est encore en train de discuter. D'ici ce soir, demain, la presse sera au courant de notre décision. Mais ce n'est pas une relation tendue entre Thierno Alassane Sall et Ousmane Sonko ou Thierno Alassane Sall et Diomaye Faye. C'est une relation qui fait que quand on défend la République, on ne voit plus les personnes qui sont en face. On voit les institutions. On n'est pas d'accord avec Ousmane Sonko en tant qu'institution, le Premier ministre, avec ce qu'il tient, là où il veut amener le pays, sur le côté économique, sur le côté de la santé, sur le côté de l'éducation. On n'est pas d'accord avec Diomaye Faye dans sa façon de faire. Donc on le combat d'une manière politique, mais sans violence. Peut-être que les mots vont être rigoureux et vigoureux, mais on n'usera jamais d'un discours violent. Et pourtant, le dialogue national est une occasion pour faire baisser la tension sur la scène politique. Selon Madé Kodindiaï, c'est un moment d'échange sur les questions d'intérêt général, notamment le système politique. Il souhaite alors un dialogue sincère pour aboutir à un consensus. C'est des moments d'échange sur tout ce qui intéresse le pays, notamment sur le système politique. Quand nous étions dans l'opposition, nous avons toujours tous dit qu'il y a certaines questions qu'il faudra régler. Et donc, s'ils sont intéressés par ces questions, ils ont leur mot à dire, ils doivent venir. Et moi, je pense que l'important d'un dialogue, c'est qu'il soit sincère. C'est que l'initiateur fasse un appel de bonne foi. Et je pense que le président Diomaye, depuis qu'il est là, il a montré de la bonne foi, n'est-ce pas? Et donc, il y a un ministre de l'Intérieur aussi qui n'est pas politique, contrairement au régime précédent où les ministres de l'Intérieur étaient politiques. Donc je pense que ceux qui vont arbitrer ou bien qui vont organiser ce dialogue, y compris le médiateur qu'il a récemment nommé, le docteur Cheikh Gueye, je pense qu'ils sont capables d'unir tout le monde autour d'une table et de discuter des questions cruciales
auxquels il faudra trouver des réponses. Et puis en santé, à présent, la prise en charge des bébés prématurés et des pathologies néonatales. On en parle, l'hôpital de la Paix de Ziguinchor, une référence dans ce domaine. D'ailleurs, l'unité de néonatologie a fait face à une forte fréquentation du fait de sa position stratégique. Cependant, aujourd'hui, ce service qui s'efforce à relever les défis liés à la prise en charge manque d'équipements très essentiels comme le respirateur pédiatrique des Fatouad. Unité de néonatologie de l'hôpital de la Paix de Ziguinchor. Dans cette salle d'une capacité de 12 lits d'hospitalisation, avec 8 tables de réanimation néonatale et 2 couveuses, médecins et infirmiers sont aux soins des bébés prématurés et de ceux qui souffrent de complications néonatales. Un service qui fait face à une forte fréquentation. Parce qu'il y a beaucoup de nouveau-nés quand même qui se sont référés, surtout du district sanitaire de Goudon, qui naturellement dépend du point de vue géographique de la région de Sédhiou, mais du point de vue de l'accessibilité, nous viennent souvent ici en urgence. Et donc tous ces nouveau-nés-là sont gérés donc dans cette salle-là qui constitue donc notre salle de réanimation néonatale. L'autre particularité également, on est limitrophe à des régions comme la Gambie, mais également la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry. Et donc tout ça là fait que on est vraiment dans une position stratégique qui fait qu'on est obligé d'avoir en tout cas quand même le maximum d'offres de soins. Les hospitalisations de nouveau-nés dans cette unité de néonatologie de l'hôpital de la Paix de Ziguinchor peuvent avoisiner 100 par mois. Un service de référence certes, mais qui manque de respirateurs pédiatriques et de photothérapie. On doit pouvoir faire plus pour éviter les transferts à Dakar. Et pour ça, il nous reste quand même quelques petits appareils sur lesquels on aimerait quand même vraiment que les autorités nous aident dans ce sens-là. C'est par exemple le respirateur pédiatrique. Parce que les enfants qui ont besoin d'assistance respiratoire, malheureusement, si ça se pose, souvent on est dans des difficultés parce qu'on n'a pas de respirateur pédiatrique. Alors, l'autre chose également, c'est les enfants aussi qui ont des ictères, c'est-à-dire une coloration jaune des muqueuses et des téguments. Ces enfants-là ont besoin de ce qu'on appelle la photothérapie. Alors, à l'heure actuelle, ce qu'on fait, c'est la photothérapie avec des tunnels. Heureusement qu'on a quand même les lampes de photothérapie qui, quand même, en attendant, peuvent faire le travail peut-être pour éviter des séquelles neurologiques. Au-delà du renforcement des équipements, l'unité de néonatologie de l'hôpital de la Paix de Ziguinchor a besoin de plus de ressources humaines, surtout d'infirmiers, pour prendre en charge les cas d'infection néonatale qui sont très fréquents. Et justement, le directeur de cet hôpital tire la sonnette d'alarme sur l'urgence d'un passage au niveau 3. L'hôpital de la Paix de Ziguinchor est devenu trop petit pour répondre à la demande croissante selon Moussa Sen. Cette structure de santé est de niveau 2 qui offre toutes les spécialités avec des ressources humaines de qualité, accueille de plus en plus de patients venus d'autres régions. On l'a toujours dit, c'est un hôpital qui doit aller officiellement au niveau 3, compte tenu de ses ressources, surtout humaines de qualité. Mais également, c'est un hôpital qui est devenu petit. Aujourd'hui, les salles d'opération, nous sommes à 3 salles d'opération pour 17 chirurgiens. Donc, mais là, on a fait un projet d'établissement sur 5 ans où on a des clés, il y a l'espace et tout. Et si on a les locaux, on renforce également les équipements, cet hôpital est capable de prendre en charge beaucoup de pathologies. L'autre élément, c'est que c'est un hôpital où également on enseigne. Parce que pratiquement, avec plus de 20 universitaires, on forme ici des médecins. Et également, on fait de la recherche. Moi, je pense que Ziguinchor a besoin au moins d'avoir au moins 2 hôpitaux de niveau 3. Comme vous avez dit, c'est un hôpital qui prend en charge la sous-région. Ça fait 2 ans, je pense que le bébé de l'année était de Guinée-Bissau. Vous vous rappelez? Donc ça veut dire que c'est un hôpital sous-régional. Maintenant, un hôpital, c'est quoi? Il faut des locaux aux normes. Ensuite, un équipement et un accompagnement sur le plan financier. Direction Richardton, les conseils de quartier sont formés pour mieux servir leur communauté. Pendant donc 2 jours, ils ont été formés dans leur rôle pour le développement local. Donc c'est un atelier de formation où peut-être on insiste beaucoup sur les commissions. Et on veut vraiment que les commissions travaillent pour que les conseils de quartier puissent vraiment apporter beaucoup plus de développement au niveau des quartiers. Et si les quartiers se développent, c'est dans ce cas que Richardton va se développer. Ça tombe bien, d'autant plus qu'il y a de cela 1 mois qu'on a lancé le PDC, le document de planification de la commune de Richardton, dans le cadre vraiment du partenariat avec le PRDC. Et là, il y a une attente forte donc, qui est attendue à ces conseils de quartier-là qui doivent jouer un rôle vraiment décisif pour le développement, pour l'élaboration de ce document de planification
pour les 5 ans à venir, mais également de recueillir les attentes et des pistes de solutions pour un Richard-Toll vraiment digne de son nom et également où les besoins et les préoccupations des populations sont prises en considération. Et à présent, un focus sur l'affaire Mia Guissé, convoquée ce mardi par la division spéciale de cybersécurité. La chanteuse est visée par une plainte de Mam Maktargueye, figure de l'ONG islamique Jamra. La chanteuse est accusée d'atteinte aux bonnes mœurs pour des paroles jugées obscènes, des délits punis par le code pénal en ses articles 318 et 324. Mamadou Kanté. Cette prestation de la chanteuse Mia Guissé au Tuchel Festival à Somone n'a pas fait que des heureux. Certaines paroles tenues lors de ce concert, de même que certaines mises en scène, n'ont pas laissé indifférent le vice-président de l'ONG Jamra. Mam Maktargueye juge ainsi choquante l'attitude de la chanteuse et décide de la traîner devant la justice pour pornographie verbale, mais surtout pour outrage public aux bonnes mœurs et attentat à la pudeur. Après donc Cheikh Ahmed Cissé, Rangou, Mbodja ou encore même Mame Ndiaye Savon, Mam Maktargueye compte rappeler à l'ordre Mia Guissé, qui a selon lui refusé la perce qui lui a été tendue. Une plainte d'un collectif de plaignants qui s'est constitué à cet effet a été ainsi déposée pour le respect des textes juridiques. Les délits d'attentat à la pudeur et d'outrage public aux bonnes mœurs font ainsi référence aux attentats aux mœurs punis par le code pénal sénégalais. En son article 318, il rejette tout outrage public à la pudeur et en son article 324, il punit toute personne favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse. L'autre motif évoqué par le collectif des plaignants est d'ordre social, car considérant que les attitudes de la chanteuse peuvent faire la promotion de la pornographie verbale dans la société, il en veut pour preuve les extraits en challenge sur les réseaux sociaux et particulièrement sur TikTok, un fait qui n'est pourtant pas nouveau. Danses, paroles, gestes et scènes jugées obscènes polluent depuis quelques années les réseaux sociaux, parfois au vu et au su de tout le monde. Dans tous les cas, cette affaire opposant Mia Guissé au collectif des plaignants est entre les mains de la police, délit ou pas, la justice aura à trancher après l'audition des deux parties sur le fond du dossier. Pour finir, guerre en RDC, les troupes de la SADC déployées depuis décembre 2023 dans l'est du pays ont commencé à quitter le pays via Goma, a confirmé un porte-parole de la SADC ce 29 avril. Un retrait négocié avec le groupe politico-militaire AFC M23. L'organisation régionale ne précise pas combien d'hommes ont quitté les lieux ce mardi en matinée. Le retrait définitif de cette force militaire devrait s'achever d'ici fin juin. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les quotidiens s'intéressent à la fermeture par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique des médias considérés non conformes à la réglementation. Le quotidien rapporte les propos que le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse sonne l'alerte et appelle à une mobilisation générale. Dans des propos rapportés par cette publication, le président du CEDEPS, Mahmoud Ibra Kane, dénonce une série d'attaques systématiques contre les médias orchestrés par le nouveau régime. Un an après l'élection de Diomaye Faye, la situation de la presse privée sénégalaise connaît une grave détérioration, souligne le quotidien. D'après la tribune, les patrons de presse et la CAP, entité regroupant les associations de presse, sont en ordre de bataille. Ils comptent également saisir la justice pour contester cette décision de la tutelle, ajoute la publication. Source A lui écrit que pour s'opposer à l'arrêté du ministre de la Communication, le CEDEPS en mode recours. C'est ce qu'annonce déjà Mahmoud Ibra Kane, le patron du CEDEPS. Les Échos fait observer que la fermeture de ces médias a des conséquences dramatiques au plan social. Une décision prise en application du code de la presse vise plus de 380 entreprises médiatiques et soulève de sérieuses interrogations quant à sa légalité et son impact sur la liberté d'expression. Sur le journal, des journalistes, des techniciens, community managers, infographes, animateurs, tous à la rue. Malgré les maigres salaires, c'est une source essentielle dans un contexte économique déjà difficile. Les économistes restons et qui fait état du cas Abdou Aziz Khan. Il est tombé malade quand il a appris qu'il est poursuivi pour complicité sur 31 milliards. D'ailleurs, il a hérité d'un petit atelier, 6 à la Médina. Actuellement, il traîne des allées de loyer et vit au jour le jour. Libération
Libération nous plonge dans l'affaire de Tahirou Sarr et de Farba Ngom. Le juge corse le dossier, titre le journal. Farba et Tahirou sont respectivement convoqués aujourd'hui et demain pour de nouvelles inculpations. Demba Ngom et Abdou Aziz Khan écroués pour complicité de blanchiment et escroquerie portant sur 31 milliards de francs CFA. Explosif, c'est le titre du journal Observateur qui ouvre sur le domaine et l'urbanisme. Selon le journal, ces deux entités sont en cours d'un faux dossier et de vol d'assiette foncière. Le journal retrace comment l'affaire Major Fall Cheikh Gueye a conduit à l'audition des anciens directeurs des domaines Mamboy Diao et Mamour Gueye. À Guédiawaye, la mafia s'est emparée de plusieurs dizaines de terrains avec des cartes d'identité ramassées. Le journal fait état de l'identité des demandeurs d'emploi frauduleusement utilisés dans le vol de parcelles. La Cour des comptes fait état d'irrégularités dans la gestion du fonds dédié à la lutte contre la Covid entre 2020 et 2021. Last titre, la machine s'emballe sont lesquels les députés Moustapha Diop et Salimata Diop, respectivement ministre du Développement industriel et de la femme, sous le régime de Macky Sall, se rapprochent un peu plus de la Haute Cour de justice. Ils sont convoqués ce mardi dans l'après-midi devant la commission ad hoc mise en place pour la levée de l'immunité parlementaire, selon le journal. Wolf indique que ça se précise pour ces deux députés qui ont de quoi s'inquiéter. En sport, Tribune Sport sur le match Arsenal-Paris Saint-Germain, des duels intenses à chaque coin de rue, titre le journal. Record, lui titre Arsenal-PSG, les Gunners encore trop forts, c'est le journal. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.